Donc, comme je le disais, on va parler du changement professionnel de façon générale, et puis je vais quand même commencer par me présenter. C'est un peu la base. Donc, moi, je suis Marie Delon, je suis directrice de projet pour le conseil en évolution professionnelle en Occitanie. Donc, bien sûr, je vais vous parler du conseil en évolution professionnelle de façon générale et pas seulement axé sur la région Occitanie, puisque parmi les participants, il peut y avoir des salariés, des indépendants ou même des professionnels d'autres régions que l'Occitanie. On va démarrer par finalement le conseil en évolution professionnelle. Qu'est-ce que c'est? C'est un service déjà gratuit, confidentiel, et l'objectif, c'est de faire le point sur sa situation professionnelle et si c'est nécessaire, être aidé à élaborer, à formaliser un projet finalement d'évolution professionnelle, quel que soit le projet, puisque ça peut être, comme on l'a dit juste avant, un projet de reconversion, de recherche d'emploi, de développement des compétences. Voilà, quel que soit le projet d'évolution professionnelle, on peut faire appel à ce service gratuit. En plus d'être du coup gratuit, confidentiel, il est aussi neutre et impartial. Ça signifie que finalement, tous les conseils que vous allez recueillir dans le cadre de ces accompagnements-là, ils ne sont pas orientés, puisque l'idée, c'est de vous conseiller, de vous accompagner, que ce soit vous qui preniez finalement les décisions. S'il y a un projet de formation, par exemple, l'idée, c'est de vous donner toutes les informations sur les organismes de votre territoire et que ce soit à vous, finalement, de décider. Et ce service, il est aussi accessible à tous. On va en reparler, puisque finalement, en fonction de votre statut, au moment où vous sollicitez le service, l'opérateur qui va le délivrer va être différent. Donc là, moi, aujourd'hui, je représente l'opérateur qui accompagne les salariés du secteur privé et les indépendants. Donc aujourd'hui, ce service-là, pour ces publics-là, il est délivré, en tout cas, dans 6 régions en France, par le réseau des CIBC, mais pas que, puisque si je prends l'exemple, par exemple, de l'Occitanie, aujourd'hui, on est effectivement, il y a le réseau des CIBC qui le dispense, mais aussi les chambres consulaires. Donc, selon votre région, vous avez un CIBC, mais aussi potentiellement d'autres partenaires. Donc ça, vous pourrez le voir directement sur notre site en sélectionnant la région concernée. Ensuite, si vous êtes par exemple cadre, en emploi ou en recherche d'emploi, vous avez aussi l'APEC qui délivre ce conseil en évolution professionnelle. Si vous avez un statut demandeur d'emploi, Pôle emploi. Si vous avez moins de 26 ans, vous avez les missions locales. Et si vous êtes en situation de handicap, en emploi ou pas, vous avez Cap emploi. Donc, le conseil en évolution professionnelle, finalement, c'est pour tout le monde. C'est juste en fonction de votre statut, au moment où vous vous mobilisez, c'est l'un ou l'autre des opérateurs qui va intervenir. Et donc là, je précise bien que tout ce que je vais du coup vous présenter, c'est axé vraiment public, salarié du secteur privé et indépendant. Donc nous aujourd'hui, ce service, alors je vais dire CEP plutôt que conseil en évolution professionnelle, ça sera plus rapide pour la suite. Donc ce CEP aujourd'hui, nous on le propose, on va dire en 3 niveaux. On va avoir d'abord ce que l'on a appelé nous l'aiguillage. Donc ça consiste tout simplement à vérifier que votre demande relève bien du conseil en évolution professionnelle et que bien sûr vous avez bien le statut qui nous permet de vous accompagner, c'est-à-dire être salarié du secteur privé ou indépendant. Et si c'est le cas, sur rendez-vous, vous allez pouvoir bénéficier d'un premier niveau de conseil. L'objectif de ce premier niveau de conseil, c'est de faire ensemble une analyse partagée de votre situation pour voir en fait quel est votre besoin, quelles sont les informations qu'on peut vous délivrer et est-ce qu'il y a besoin surtout d'aller un peu plus loin. Puisque finalement le service il peut s'arrêter à ce premier niveau de conseil si l'information que vous avez eue est suffisante, mais si c'est nécessaire, on peut passer en fait à un autre niveau qui est finalement un niveau d'accompagnement personnalisé. Là, l'objectif, c'est de vous aider à formaliser le projet et à le mettre en œuvre. Alors, c'est un peu abstrait comme ça. Donc, moi, ce que je vous propose ce matin, c'est justement de vous donner quelques illustrations de parcours d'accompagnement pour que vous puissiez avoir un peu plus de... voir de façon un peu plus opérationnelle comment ce service peut peut-être vous aider. Donc, on va prendre le premier cas aujourd'hui qui est Antoine, 45 ans. Lui, il est chef d'équipe dans l'aéronautique depuis 11 ans. Donc, effectivement, moi, je suis de la région Occitanie, donc très marquée par l'aéronautique. Les cas vont être très orientés.
Donc aujourd'hui, Antoine, il est en chômage partiel et il souhaite finalement se saisir de cette période pour réfléchir à un nouveau projet. Donc lui, il a une idée qui lui trotte dans la tête depuis longtemps. Il aimerait, en fait, enfin, en tout cas, il évoque le métier de plombier et donc il sollicite le conseil en évolution professionnelle pour faire le point sur cette idée-là. Ce qu'il évoque auprès de son conseiller, c'est qu'il s'ennuie et qu'il souhaite profiter finalement de cette période de chômage partiel pour penser à autre chose. Donc, avec son conseiller en évolution professionnelle, finalement, pendant toute la durée de l'accompagnement, il va pouvoir, Antoine, faire plusieurs choses. Donc, la première chose, c'est obtenir et analyser de l'information sur le métier visé. Donc là, concrètement, sur le métier de plombier, avec son conseiller, il a pu obtenir de l'information sur comment on accède à ce métier-là, quel est le contenu de ce métier, notamment pour vérifier que c'est bien quelque chose qui l'intéresse, quel est le marché du travail aussi sur sa zone finalement de mobilité, de recherche. Il a pu aussi réaliser une immersion auprès de 2 professionnels, auprès de 2 plombiers, un qui exerce à son compte et un qui exerce en tant que salarié dans une entreprise. Et cette immersion-là, finalement, a pu lui permettre de confirmer son intérêt pour ce métier-là, confirmer aussi que finalement, il avait pas mal de qualités ou en tout cas de choses qu'il pouvait transférer sur ce métier, puisque Antoine, c'est quelqu'un de très manuel, par exemple, qui aime les activités un peu concrètes. Et du coup, il s'est complètement retrouvé dans ce métier-là. Quand on parle d'immersion, en fait, c'est ce que l'on appelle des PMSMP, période de mise en situation en milieu professionnel. Et donc ça, en fait, c'est un outil qui vous permet, quand vous êtes accompagné dans le cadre du CEP, d'avoir une convention, c'est comme une convention de stage, pour vous permettre d'aller finalement auprès d'un professionnel ou dans une entreprise, tester un métier, voir si ça vous correspond ou pas. Bien sûr, par contre, c'est quelque chose que vous ferez en dehors de votre temps de travail. Donc, si on continue sur Antoine, il a pu aussi, avec son conseiller, identifier la bonne formation pour accéder au métier de plombier, donc voir sur sa zone de mobilité quelle était l'offre de formation, la comparer, vérifier que dans l'offre de formation, il y avait bien finalement les acquis, les compétences qui lui permettraient d'exercer le métier de plombier correctement. Avec son conseiller toujours, il a formalisé finalement une sorte de plan d'action et toutes les étapes finalement à mettre en place pour mener à bien ce projet. Ils ont ensemble aussi analysé les sources de financement possibles, c'est-à-dire c'est bien beau d'avoir un projet de formation, mais comment aussi on va le financer. Et là, le dispositif finalement qui a été identifié, c'est celui qui s'appelle le projet de transition professionnelle. Et donc, justement, on va en parler un peu plus dans le détail de ce PTP, donc projet de transition professionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est ce dispositif-là? Alors, la première chose à noter, c'est que ce dispositif, il est financé par les associations Transition Pro. Donc, c'est pas nous, on est effectivement opérateur du conseil en évolution professionnelle, mais on ne finance pas indirectement les projets de formation. Ça, c'est le rôle finalement de Transition Pro. Donc, vous pouvez aussi retrouver dans votre région quelle est l'association Transition Pro qui peut instruire et financer vos projets de transition professionnelle. Donc, le principe de ce dispositif, c'est de pouvoir s'absenter de son poste de travail pour aller suivre une formation certifiante en vue d'un changement de métier. Donc, il y a effectivement le critère de changement de métier pour pouvoir être finalement éligible à ce financement. Il faut vraiment que ce soit un projet de reconversion. Il faut aussi que la formation soit certifiante. Quand on parle de formation certifiante, c'est une formation qui va déboucher sur une certification inscrite au RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles, ou qui peut être aussi inscrite au répertoire spécifique. Donc, ce sont 2 répertoires finalement qui sont gérés par France Compétences et qui permettent officiellement de dire qu'un diplôme est reconnu ou pas par l'État. Et par défaut, du coup, la formation visée, elle est également éligible au fameux compte personnel de formation, donc au fameux CPF dont vous avez dû entendre parler. Donc, le PTP, le projet de transition professionnelle, il est accessible à tous les salariés du secteur privé, que vous soyez en CDI, en CDD, intérimaire, etc. Par contre, il faut justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié. Donc, pour un salarié en CDI, par exemple, il faut justifier de 24 mois d'activité salariée, dont 12 mois dans l'entreprise actuelle. Pour les salariés en CDD,
autre exemple, il faut justifier de 24 mois d'activité dans les 5 dernières années, donc 4 mois en CDD dans les 12 derniers mois. Et ensuite, il y a des conditions spécifiques pour les salariés des agences de travail temporaire ou les intermittents. On ne va pas toutes les détailler, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais ce qu'il faut avoir en tête, voilà, c'est que c'est un dispositif ouvert à tout le monde, mais qu'il y a quand même des conditions minimales d'ancienneté pour pouvoir y accéder. Le principe de ce PTP, c'est de demander la prise en charge en fait du projet de formation de façon générale. C'est-à-dire que si votre dossier de financement dans le cadre du PTP est accordé, vous obtiendrez la prise en charge des coûts pédagogiques de la formation, mais aussi de votre rémunération. C'est-à-dire que le principe, c'est que vous demandez une autorisation d'absence à votre employeur, et s'il accepte, et que le dossier, bien sûr, est accepté par Transition Pro, vous percevrez votre rémunération pendant votre formation, comme si vous étiez resté finalement sur votre poste de travail. Vous ne quittez pas votre emploi, vous restez toujours salarié de votre entreprise. Par contre, vous êtes finalement en formation tout en continuant à percevoir votre salaire. Donc, comme je le disais, dès lors qu'il y a un bout de formation qui se déroule sur le temps de travail, le salarié va devoir obtenir une autorisation d'absence auprès de son employeur. Donc, l'employeur, il peut reporter, refuser. Voilà, il y a des cas de report que je vous invite. On va pas les détailler, mais vous pourrez les retrouver hein, sur le site notamment de Transition Pro. Donc, une fois que vous avez eu l'accord de votre employeur pour vous absenter, que vous avez identifié la bonne formation, vous allez devoir donc réaliser le dossier de demande de financement. Et donc ça se réalise directement auprès de l'association Transition Pro de votre région. Dans la plupart des cas, ça va être un dossier dématérialisé que vous allez devoir monter plusieurs mois avant le démarrage de la formation. Donc, il faut anticiper, ça se fait pas au dernier moment, ce fameux PTP. Une fois que le dossier aura été instruit par les équipes de Transition Pro, votre dossier il passera ensuite devant une commission qui est chargée d'étudier la pertinence de votre projet. Et donc là, il y a 3 critères qui sont dans la loi. Le premier, c'est la cohérence du projet. Donc, vous allez devoir argumenter cette cohérence dans votre dossier. Il y a un second critère qui est la pertinence du parcours de formation. Donc là, vous allez devoir argumenter en quoi le parcours de formation que vous avez identifié vous permettra bien d'accéder au métier que vous envisagez d'exercer. Et enfin, la commission va également analyser les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. Et donc ça, c'est un dossier que vous pouvez préparer avec un conseiller en évolution professionnelle pour mettre finalement toutes les chances de votre côté. Après, il faut quand même noter que tous les dossiers, toutes les demandes, on va dire, de PTP ne sont pas accordées. Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de fonds financiers pour finalement accorder l'ensemble des dossiers. Donc, en plus de ces 3 critères finalement qui sont là pour valider quelque part la pertinence du projet, il y a aussi d'autres critères comme votre niveau de qualification, c'est-à-dire que plus votre niveau de qualification est bas, plus vous êtes prioritaire. Voilà, il y a tout un tas d'autres critères que vous pourrez retrouver sur le site directement de Transition Pro. Donc voilà pour le cas finalement d'Antoine et le PTP. Donc là, si on résume, Antoine il a pu déposer un dossier auprès de Transition Pro. Son dossier a été accordé. Alors bien sûr, je présente les cas de la façon la plus positive possible, mais du coup son dossier a été accordé. Il a pu partir finalement en formation et se former au métier de plombier, pour pouvoir ensuite quitter son poste et exercer ce nouveau métier. N'hésitez pas si vous avez des questions ou autres, j'ai le chat sous les yeux, donc je répondrai avec plaisir à vos questions. On va voir ensemble un autre cas qui est le cas, lui, de David, 26 ans, donc plus jeune que Antoine, mais qui sollicite aussi le conseil en évolution professionnelle. Donc, David, il est chargé de communication au sein d'un gros groupe d'agences de travail temporaire et lui, il souhaite acquérir de nouvelles compétences dans un secteur qui l'intéresse particulièrement, la création de vidéos pour le web. Donc c'est quelque chose finalement qui le passionne. Il monte beaucoup de vidéos sur le plan perso, mais ce qu'il veut aujourd'hui, c'est acquérir finalement entre guillemets de vraies compétences professionnelles pour optimiser ses propres créations, mais aussi pouvoir s'en servir sur son poste, dans son travail de chargé de communication. Donc il sollicite
notre service justement pour échanger sur ce projet-là et voir ce qu'il est possible de faire. Et du coup, avec sa conseillère en évolution professionnelle, il a pu être aidé à identifier finalement quelles étaient les compétences qui lui restaient à acquérir au regard de son objectif professionnel, arriver à faire de la création vidéo pour le web de façon vraiment très qualitative et professionnelle. Il a été aidé aussi, avec sa conseillère, à identifier les offres de formation disponibles et notamment à regarder celles qui sont éligibles au compte personnel de formation, au CPF. Il les a comparées, il a regardé les programmes, etc., pour choisir celle qui lui semblait finalement la plus adaptée, et en termes de contenu, mais aussi en termes de durée, de nombre d'heures, de lieux, etc. Il a aussi, avec sa conseillère, préparé un argumentaire afin de proposer ces actions à son employeur, puisque parfois, on peut avoir un projet de formation finalement plutôt perso, mais qui correspond à un moment donné à un besoin aussi de l'entreprise. Donc parfois, on peut être amené à argumenter finalement un projet de formation pour le proposer à son employeur, et c'est ce qu'a fait finalement David. Et grâce ensuite à sa conseillère, finalement, il a été guidé pour aller acheter la formation en ligne, puisque dans le cadre du CPF, tout se passe depuis votre compte personnel de formation. Et donc, le cas de David, là, ça va nous permettre d'illustrer finalement l'outil du compte personnel de formation, qui est un autre outil à disposition des salariés et des indépendants quand on pense finalement évolution professionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est ce fameux compte personnel de formation? Je pense que vous devez en avoir déjà entendu parler. Donc, c'est un compte qui est alimenté automatiquement chaque année et sur lequel va se cumuler des euros qui vont vous permettre ensuite de financer des actions de formation. Ce compte, il est donc automatiquement, on va dire, alimenté depuis le 1er janvier 2015. Avant le 1er janvier 2015, il y avait un autre dispositif qui s'appelait le DIF, le droit individuel à la formation. Et donc, le CPF est venu remplacer le DIF. Toutefois, si vous aviez acquis des droits au titre du DIF, vous avez la possibilité, en fait, de venir les ajouter manuellement sur votre compte personnel de formation. Le compte personnel de formation, c'est vrai qu'on n'a pas mis l'adresse, mais vous tapez compte personnel de formation sur Internet et vous tomberez sur le compte, et il vous suffit de l'activer avec votre numéro de sécurité sociale et une adresse mail. Et surtout, pensez à mettre à jour les heures de DIF que vous aviez pu en fait acquérir avant la création du CPF, puisque vous n'avez que jusqu'au 30 juin 2021 pour aller les saisir. Si vous ne les avez pas saisies avant cette date, elles seront malheureusement perdues. Donc, ne tardez pas. Question alimentation. Donc, pour un salarié qui travaille au moins à mi-temps toute l'année en continu, donc c'est 500 € par an qui vont sur ce compte, et dans la limite de 5 000 €, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint 5 000 €, il n'y a plus d'alimentation, c'est plafonné. Pour les autres salariés qui travaillent notamment moins de mi-temps, l'alimentation se fait au prorata, tout simplement, du temps de travail. Et il y a aussi une majoration de 300 € pour certains bénéficiaires. C'est-à-dire que pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, quelqu'un qui aurait une RQTH, par exemple, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, ou pour les salariés aussi qui ne sont pas qualifiés, c'est-à-dire qui n'ont vraiment aucun diplôme, il y a une majoration de 300 €, ce qui fait finalement que il y a 800 € par an versés sur le compte. Et donc là, il y a un plafond aussi maximum, mais qui, lui, est à 8 000 €. Donc là, ce qu'il vous faut penser aussi à faire, c'est si vous êtes dans une situation là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas qualifié ou que vous avez une RQTH, par exemple, il vous faut penser à mettre à jour cette information-là directement sur votre compte personnel de formation pour que vous puissiez bénéficier de cette fameuse majoration. Une fois que vous avez activé votre compte, etc., sachez qu'il n'y a que certaines actions qui sont éligibles au CPF. La première catégorie d'actions, ce sont les formations certifiantes. J'en ai parlé tout à l'heure quand je vous ai présenté le PTP. On parle de formation certifiante dès lors que la formation débouche sur une certification inscrite au RNCP ou au répertoire spécifique. Donc, il n'y a que ces actions-là qui sont éligibles au CPF.
Et ensuite, on va retrouver tout ce qui est accompagnement VAE. Donc la VAE, la validation des acquis de l'expérience, on en parlera tout à l'heure. On peut financer aussi le bilan de compétences avec les droits acquis, avec les euros cumulés sur votre compte personnel de formation. Vous pouvez aussi financer le certificat CLEA qui vous permet de faire reconnaître notamment un petit peu toutes les compétences de base. Et vous pouvez aussi financer l'accompagnement, toutes les actions, on va dire, d'accompagnement à la création ou à la reprise d'entreprise et tout ce qui est code de la route et permis de conduire. Sur ce CPF, donc quand vous souhaitez le mobiliser, vous allez du coup aller sur votre compte et sélectionner la formation qui vous intéresse. Comme pour le PTP tout à l'heure, dès lors que la formation, vous souhaitez la faire sur votre temps de travail, vous devrez adresser une demande d'autorisation à votre employeur. Il peut refuser sans justification autant de fois qu'il le souhaite. C'est la différence aussi avec le PTP. Le PTP, il peut reporter votre projet, mais les conditions sont quand même très encadrées. Alors que pour le CPF classique, l'employeur, il peut refuser autant de fois qu'il le souhaite, que ça se fasse sur le temps de travail. Et autant de fois, et sans avoir à le justifier surtout. Par contre, s'il accepte, les heures de formation constitueront du temps de travail. Donc, ça veut dire que si votre employeur accepte que vous partiez, par exemple, pour une formation de 2 semaines sur votre temps de travail dans le cadre du CPF, ça veut dire qu'il accepte de maintenir votre rémunération pendant ces 2 semaines-là. Donc, quelque part, c'est un investissement pour votre employeur, puisque vous n'êtes pas sur votre poste de travail, vous êtes en formation et pourtant, il continue de vous rémunérer. Donc, du coup, souvent, ça concerne des projets qui sont un peu partagés avec l'employeur, c'est-à-dire que pour lesquels l'employeur y voit finalement un intérêt, puisque contrairement au PTP, où l'employeur maintient aussi votre salaire, dans le cadre du PTP, votre employeur il est remboursé de votre rémunération, c'est-à-dire que la rémunération est prise en charge, ça ne coûte rien à votre employeur, alors que avec le CPF, finalement, l'employeur il maintient votre rémunération mais n'est pas remboursé. Donc du coup, ça a un coût quand même pour lui. Il faut voir ça comme un investissement, hein, bien sûr. La prise en charge, dans le cadre du CPF, c'est donc uniquement le coût pédagogique. Je vous le disais, il n'y a ni prise en charge de la rémunération et ni d'ailleurs des frais annexes. C'est uniquement donc le coût de la formation et à hauteur des droits acquis sur votre compte. Ça veut dire que si vous ne disposez pas d'assez d'euros sur votre compte pour acheter votre formation, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est de cofinancer vous-même le complément. C'est-à-dire, vous visez par exemple une formation que vous pouvez faire à distance, vous n'avez pas besoin de l'autorisation de votre employeur puisque vous pensez la faire hors temps de travail sur votre temps personnel. Mais par contre, vous n'avez que 2 000 € sur votre compte et la formation, elle en coûte 3 000. Donc là, vous avez la possibilité de financer vous-même les 1 000 € restants si vous pouvez. Donc là, vous faites ce sera un paiement carte bleue en ligne, comme sur n'importe quel site finalement d'achat en ligne. Mais vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas financer par exemple ces 1 000 € restants, vous pouvez étudier les possibilités de ce qu'on appelle les abondements. Et donc là, il y en a plusieurs sortes finalement. Vous pouvez avoir un abondement de votre employeur. Donc là, pour le cas de David, par exemple, c'est ce qu'il a demandé à son employeur. Puisque son projet là d'apprendre finalement à créer des vidéos pour le web, il s'est dit ça peut intéresser mon employeur, je suis chargé de com, je pourrais tout à fait créer des vidéos en fait promotionnelles, etc. Pour communiquer sur l'entreprise, sur les missions et actions de l'entreprise. Donc là, l'employeur pourrait tout à fait compléter le complément parce qu'il voit un intérêt au projet. On peut aussi avoir un autre abondement qui est celui du C2P. Le C2P, c'est le compte professionnel de prévention. Et c'est un compte sur lequel, lorsque vous êtes exposé à des risques professionnels, donc par exemple si vous travaillez la nuit ou si vous travaillez dans des conditions un peu, on va dire, pénibles, dans ce cas-là, chaque année, vous cumulez des points sur ce compte professionnel de prévention. Ces points, ils se mettent automatiquement sur le compte. Donc, si vous souhaitez savoir si vous en avez, il vous suffit d'aller sur le site à compteprofessionnelprevention.fr, vous activez votre compte et si vous avez des points, ce sera automatiquement indiqué.
Et donc là, ce C2P, il est possible de finalement transformer les points acquis en euros pour les utiliser en complément du CPF. Donc un point aujourd'hui, c'est égal à 375 euros. Donc si vous avez acquis des points, vous pouvez vous en servir pour financer de la formation. Il faudra par contre que la formation permette d'accéder à un emploi moins exposé au risque que l'emploi que vous occupez aujourd'hui. Il y a également un autre abondement du CPF qui existe, c'est un abondement spécial de l'assurance maladie qui peut aller jusqu'à 7 500 euros. Et donc là, c'est pour les victimes soit d'un accident de travail, soit d'une maladie professionnelle qui a débouché sur un taux d'incapacité d'au moins 10%. Donc là, pour ces personnes-là, dans les 2 ans qui suivent finalement la notification de l'incapacité, il y a une possibilité de mobiliser finalement un abondement auprès de l'assurance maladie pouvant aller jusqu'à 7 500 euros. Là aussi, c'est pour des projets de reconversion. Et d'ailleurs, que ce soit pour l'abondement de l'assurance maladie, mais aussi pour l'abondement du compte professionnel de prévention, il y a une obligation finalement de passer par un conseiller en évolution professionnelle, en fait, pour mobiliser ces abondements-là. Donc, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que votre conseiller en évolution professionnelle, il vous aide d'une part à identifier la formation, mais d'autre part aussi à identifier les différents financements possibles, les différents abondements éventuellement que vous avez besoin de mobiliser pour mettre en place votre projet. Et enfin, pour les personnes qui deviendraient demandeurs d'emploi, à cause d'un licenciement pour inaptitude ou d'une rupture conventionnelle, par exemple, il faut savoir que pour les demandeurs d'emploi, il y a un abondement possible de Pôle emploi qui se demande en fait finalement directement depuis votre compte personnel de formation. Et pour ça, il faut vraiment être inscrit à Pôle emploi. Donc voilà pour les principaux abondements. Alors bien sûr, on voit ça vraiment de façon très rapide. Si vous rencontrez un conseiller, vous aurez l'information vraiment beaucoup plus approfondie. Si on reprend du coup le cas de Damien, de David, pardon, ce qui s'est passé, c'est qu'il a effectivement demandé un abondement à son employeur. Il lui manquait que 750 euros à lui sur son compte pour pouvoir mettre en place son projet. Et donc, son employeur a accepté de financer le complément, puisqu'il y a vu un intérêt. Et la formation de David, c'était une formation sur 5 jours. Donc, il a suivi cette formation, par contre, en dehors de son temps de travail, c'est-à-dire que la négociation avec son employeur, ça a été de dire, ok, je vous finance le complément, mais par contre, est-ce que vous pouvez faire cette formation-là en dehors de votre temps de travail? Donc, David a accepté. Et donc, du coup, il a pu mettre en place ce projet-là. Puis, quand il est revenu dans son entreprise après sa formation, il a créé la chaîne YouTube de l'entreprise, etc. Voilà, il a vraiment pu exercer finalement ses nouvelles compétences sur son poste de travail. Autre parcours d'accompagnement, donc c'est celui de Damien, 36 ans. Donc Damien, aujourd'hui, il est conseiller en insertion depuis maintenant plusieurs années. Lui, il a pour projet de créer une activité de traiteur avec sa femme qui est déjà cuisinière. Il vient de voir le conseiller, le service de conseil en évolution professionnelle parce que il sait pas bien finalement comment s'y prendre, dans quel ordre. Pour pouvoir mettre en place cette création d'activité, il a besoin d'être libéré de son emploi, puisqu'aujourd'hui, il est à temps plein, il n'a pas le temps finalement de se pencher sur tout ce que exige une création d'entreprise. Donc, il souhaite quitter son poste, mais son employeur aujourd'hui, finalement, refuse de signer une rupture conventionnelle pour qu'il puisse créer son poste. Et donc, le problème de Damien, c'est qu'il veut pas démissionner de façon, on va dire, classique, puisque quand on démissionne d'un emploi, on n'a pas le droit derrière, en tout cas, on perd ses droits aux allocations chômage. Et du coup, le temps de démarrer l'entreprise, de générer un revenu, pour Damien, c'est pas pensable puisqu'il aura besoin, au démarrage en tout cas, d'avoir à minima les allocations chômage pour avoir une rentrée d'argent autant que son entreprise commence à bien fonctionner. Donc là, il vient voir le CEP, voilà, pour savoir un petit peu
quoi faire, etc. Donc là, avec sa conseillère en évolution professionnelle, déjà, il a pu un petit peu s'informer sur le dispositif d'émission reconversion. Donc, on va en parler. C'est un dispositif qui a maintenant une bonne année derrière lui et qui permet aux personnes qui ont un projet de reconversion ou de création d'entreprise de pouvoir démissionner et de toucher les allocations justement derrière. Donc, on va en parler juste après. Et Damien, il a aussi pu, de façon plus générale, finalement formaliser son projet, être sûr que, voilà, avant de démissionner, c'était bien ça qui lui correspondait. Donc, avec sa conseillère, ben, il a pu se renseigner sur la réalité du métier de traiteur, ce que ça implique aussi d'être chef d'entreprise. Il a pu travailler sur la faisabilité de son projet, notamment en mobilisant une prestation d'accompagnement externe, c'est-à-dire qu'en articulation avec le CEP, Damien, il a été accompagné dans le cadre d'un accompagnement à la création d'entreprise avec un partenaire externe. Et il a été aidé aussi, une fois qu'il avait vraiment validé que c'était bien ce projet-là qu'il souhaitait mettre en place, que tout était sécurisé, etc. Avec sa conseillère, il a pu construire un dossier d'émission reconversion bien argumenté pour le présenter devant la commission. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter un peu plus en détail le fameux dispositif démissionnaire. Alors, c'est en fait, ça, il a plusieurs noms, mais c'est la même chose. Vous entendrez dispositif démissionnaire, mais aussi dispositif d'émission reconversion. Ce dispositif, le principe, c'est de permettre aux salariés du secteur privé qui sont en CDI et qui justifient d'au moins 5 ans d'activité salariée de pouvoir bénéficier de l'assurance chômage quand ils démissionnent pour réaliser soit un projet de reconversion avec formation, soit un projet de création ou de reprise d'entreprise. Donc là, il y a plusieurs étapes finalement pour mobiliser ce dispositif-là. Première étape, vérifier les conditions d'ancienneté, puisqu'il faut 5 ans d'expérience salariée en continu dans les 5 dernières années. Donc, il ne faut vraiment pas d'interruption. Et donc là, il y a une première étape qui est de vérifier ces conditions-là auprès de Pôle emploi notamment. Deuxième étape, avant de démissionner, toujours, tout ça, ça se fait avant de démissionner en fait, sinon ensuite c'est trop tard. Donc il faut vraiment faire étape par étape. Donc il y a l'obligation de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle pour sécuriser le projet. C'est dans la loi, c'est une obligation. Donc le conseiller va accompagner justement à formaliser le projet, à le sécuriser, à formaliser le plan d'action, etc. Et surtout aider à finalement présenter, argumenter le projet dans un dossier qui sera déposé auprès de Transition Pro. Vous savez, tout à l'heure, on a parlé des associations Transition Pro pour le PTP, qui est un autre dispositif. Le dispositif démissionnaire est aussi un dispositif géré par Transition Pro. Et donc là, c'est Transition Pro qui va se charger de valider ou non le caractère réel et sérieux du projet de formation ou du projet de création d'entreprise. L'étape suivante, c'est une fois ce caractère réel et sérieux validé par la commission de Transition Pro, c'est d'aller s'inscrire finalement comme demandeur d'emploi. Et donc là, on a 6 mois à partir de l'attestation, de la validation de la commission pour aller s'inscrire au Pôle emploi. Et puis une fois qu'on a démissionné, etc., on peut mettre en œuvre son projet, du coup, en tant que demandeur d'emploi, et on est bien indemnisé par l'assurance chômage, puisqu'on est passé par toutes ces étapes-là qui permettent de prouver que le projet pour lequel on a démissionné a bien un caractère réel et sérieux. N'hésitez toujours pas, si vous avez des questions, à utiliser le chat. Donc ça, c'est un autre dispositif que vous pouvez aussi mobiliser, notamment la plupart d'ailleurs des dossiers qui sont présentés pour ce dispositif-là, ce sont des projets de création d'entreprise, puisque quand on veut créer sa propre entreprise, bien souvent on a besoin d'être libéré de son poste de travail pour faire les démarches de création, de développement, etc. Et donc il y a beaucoup de personnes qui passent aujourd'hui par ce dispositif-là quand on a un projet de création d'entreprise. Autre cas, c'est le cas finalement de Léa. Léa, elle a 33 ans, elle est titulaire de son côté d'un bac pro comptabilité
Elle travaille dans un centre social en tant que comptable depuis 12 ans. Et donc aujourd'hui, elle vient faire le point auprès du service conseil en évolution professionnelle parce que sa structure rencontre des difficultés économiques et qu'elle a peur de perdre son emploi. Donc est-ce qu'elle se questionne, pourquoi pas faire une formation, voilà, mais en tout cas, sa demande initiale, c'est elle a peur finalement de perdre son emploi et elle se demande quoi faire. Donc finalement, tout au long de l'accompagnement, et finalement ça s'est fait dès le départ pour Léa, elle a pu finalement prendre conscience et formuler sa volonté de ne pas quitter son entreprise parce qu'elle aime son entreprise. Elle a pu aussi finalement formuler, prendre conscience qu'elle n'avait pas envie forcément de s'absenter pour aller suivre une formation longue, etc., parce qu'elle ne souhaitait vraiment pas aggraver la situation de son entreprise. Voilà, elle est très fidèle à cette entreprise qui a un peu un côté un peu familial. Donc elle ne souhaite pas finalement s'absenter de son poste. Elle souhaite y rester. Elle a pris conscience aussi d'aimer son métier de comptable. Finalement, elle ne souhaite pas complètement changer de métier, etc. Elle apprécie ce qu'elle fait. Du coup, avec sa conseillère en évolution professionnelle, ce qui a été élaboré, proposé, c'est finalement d'aller dans un premier temps vers un projet de VAE. Donc VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience. On va en parler juste après. L'idée de ce projet de VAE, c'est d'obtenir un diplôme supérieur à son bac pro, comptabilité, un bac plus 2, par exemple, puisque aujourd'hui, finalement, les missions qu'elle a dans sa structure, ça correspond à un bac plus 2. En fait, elle va au-delà de ce qu'elle a appris dans son bac pro comptabilité. Et donc, l'idée, c'est de se dire, je vais faire une VAE, comme ça, je reste sur mon poste. Par contre, je vais augmenter mon niveau de qualification. Et si un jour, je subis une transition forcée, c'est-à-dire que ma structure est vraiment très en difficulté et doit fermer ou doit procéder à des licenciements, au moins j'aurais un petit peu sécurisé finalement ma transition, j'aurais obtenu un niveau bac plus 2 et probablement je retrouverai un emploi de façon rapide. Léa, avec sa conseillère en évolution professionnelle, elle a pu aussi mettre à jour son CV parce que finalement, elle n'avait pas refait son CV depuis 12 ans, depuis qu'elle travaillait dans son entreprise. Et donc, l'idée, c'était aussi de voir avec sa conseillère qu'est-ce qu'on mettait aujourd'hui sur un CV, comment on valorise un CV, comment on adaptait aussi un CV par rapport à une offre d'emploi ou par rapport à une offre, tout simplement. Et donc, l'idée, c'est que si jamais elle venait à devoir rechercher un emploi, finalement, elle ait toutes les cartes en main pour que ce soit plus rapide et plus optimisé. Donc, le cas de Léa, ça va nous permettre finalement d'illustrer le dispositif de la VAE. Ça commence à dater, la VAE, ça a maintenant plusieurs années. Donc, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Et là, je vais vous présenter finalement les étapes d'une démarche VAE. La première étape, c'est d'identifier la bonne certification, c'est-à-dire quel est le diplôme ou le titre professionnel qui correspond aux compétences que j'ai pu acquérir jusque-là. Donc cette première étape-là, c'est finalement se questionner sur quelles sont mes compétences aujourd'hui et quel est le diplôme qui correspond le mieux aux compétences que j'ai développées. Et donc l'idée, c'est de comparer les compétences d'un diplôme avec ses propres compétences pour choisir au mieux le diplôme qui correspond le plus. Pour ça, on peut notamment, vous pouvez vous rapprocher d'un point relais conseil VAE, mais vous pouvez aussi en fait faire le point avec un conseiller en évolution professionnelle. Un point relais conseil VAE, vous tapez pareil, point relais conseil VAE et votre région ou tout simplement sur Internet. Et là, vous aurez les coordonnées des points relais conseil VAE de votre région. C'est gratuit, c'est pour tout le monde. Et là, l'objectif de ces conseillers VAE, finalement, qui vous reçoivent, c'est de vous aider à choisir le bon diplôme. Mais votre conseiller en évolution professionnelle peut aussi le faire avec vous. Une fois, du coup, que vous avez identifié le bon diplôme, la bonne certification, la deuxième étape, c'est de déposer ce que l'on appelle la demande de recevabilité. Donc, la recevabilité, c'est vraiment la première étape. Donc là, cette demande, vous la déposez auprès de l'organisme responsable du diplôme que vous avez visé. Par exemple, si vous visez un BTS comptabilité,
le certificateur, enfin l'organisme responsable, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Donc là, il y a un organisme dans chaque département qui représente le ministère de l'Éducation nationale et qui traitera votre demande de recevabilité. Donc c'est un exemple, mais de toute façon, votre conseiller vous orientera vers le bon interlocuteur. Et donc là, cette recevabilité, l'idée, c'est de vérifier que vous avez bien les conditions d'accès. C'est-à-dire que pour faire une VAE, dans la loi, on vous demande d'avoir 1 an d'expérience minimum en lien direct avec la certification que vous visez. Donc cette étape finalement de recevabilité, c'est vérifier que vous avez bien administrativement, on va dire, les 1 an d'expérience en lien avec le diplôme. Si c'est bien le cas, votre demande est recevable et vous passez à la 3e étape qui est finalement la préparation à l'évaluation de vos compétences par un jury VAE. Puisque le principe de la VAE, c'est que vous allez présenter votre parcours, argumenter vos expériences, vos compétences et finalement proposer tout ça à un jury VAE qui lui sera chargé de dire si oui ou non il vous délivre le diplôme. Je synthétise et je simplifie volontairement pour que ce soit plus simple. En tout cas, pour analyser vos compétences, le jury VAE, il va pouvoir se baser sur plusieurs choses. D'abord, un dossier d'analyse de l'expérience. Dans la plupart des diplômes, le dossier de recevabilité, il s'appelle le livret 1 et le dossier d'analyse de l'expérience, il s'appelle le livret 2. Voilà, pas toujours, mais pour la plupart des diplômes, voilà, vous avez le livret 1, c'est la recevabilité, et le livret 2, c'est le dossier d'analyse de l'expérience. Et le dossier d'analyse de l'expérience, ben, c'est vraiment, je décris de façon très, 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 très détaillée ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, comment je l'ai fait, avec quel outil je l'ai fait. L'objectif, c'est que vous puissiez, grâce à ce que vous allez écrire dans ce dossier-là, convaincre le jury que vous possédez déjà la compétence et que vous n'avez pas besoin de suivre la formation pour obtenir le diplôme. Donc c'est vraiment un gros dossier et qui est vraiment très argumenté, très détaillé. Pour certaines certifications, il peut aussi y avoir des mises en situation, c'est-à-dire que en plus du dossier que vous avez à compléter, bah, vous avez aussi une mise en situation. Par exemple, si vous souhaitez obtenir un titre de maçon, on va vous mettre en situation de monter un mur, etc. Alors, c'est pas pour tous les diplômes, mais pour certains titres professionnels, c'est le cas. Et pour finir, bien souvent, ça va se clôturer par un entretien avec le jury VAE. Le jury VAE, il est composé de professionnels, on va dire, du secteur d'activité du diplôme, mais aussi d'enseignants du diplôme. Le rôle du jury VAE, c'est de vous poser des questions sur votre dossier, de vous poser des questions sur la mise en situation éventuelle que vous aurez réalisée, et bah, finalement, c'est de vérifier que vous avez bien toutes les compétences du diplôme. Le jury VAE, il vous pose des questions aussi pour vérifier que c'est bien vous qui avez écrit le dossier, que c'est bien votre expérience, que vous n'avez rien inventé, etc., etc. Donc, il va vous questionner tout simplement sur votre expérience et vos compétences. Pour vous préparer à ce jury VAE, pour rédiger le dossier d'analyse de l'expérience, pour se préparer à l'entretien, etc., vous pouvez être accompagné par un centre d'accompagnement VAE spécialisé. Donc ça, c'est vraiment un organisme externe au CEP. Hein, c'est vraiment, ça se fait en articulation avec le CEP, mais c'est vraiment un organisme extérieur qui s'en occupe. Et donc là, vous pouvez être accompagné finalement pour préparer cette VAE. À l'issue finalement de l'entretien, soit le jury décide en fait finalement de vous délivrer le diplôme, donc c'est ce que l'on appelle une validation totale. Et le diplôme que vous avez obtenu, c'est exactement le même que si vous aviez suivi la formation. Il n'y a pas de différence. Il peut aussi arriver que le jury décide de vous délivrer certains modules, mais pas tous. Dans ce cas-là, on parle de validation partielle. Et s'il vous manque un ou deux modules parce que le jury VAE a estimé que sur cela, il n'y avait pas le niveau de compétence attendu, vous pouvez le suivre en formation. Vous pouvez aussi retenter de déposer, enfin de repasser devant le jury VAE prochain pour tenter finalement d'obtenir la totalité des modules. Un peu plus rarement, le jury peut aussi décider de rien vous valider, mais ça reste quand même assez rare.
puisque dès lors que vous avez eu un accord sur votre demande de recevabilité, c'est que quand même on a estimé qu'il y avait un petit lien entre votre expérience et le diplôme. Donc ça reste quand même assez rare qu'il n'y ait aucune validation de rien du tout. Par contre, il arrive effectivement que le jury ne valide que quelques modules et pas tous. La VAE, il y a plusieurs financements puisque alors le plus grand coût d'une VAE, souvent finalement, c'est le coût de l'accompagnement. L'accompagnement pour se préparer au jury, j'entends. C'est pas un accompagnement obligatoire, mais il est fortement conseillé puisque ça vous prépare en fait tout simplement à cet entretien, à rédiger le dossier, etc. Donc il y a plusieurs financements possibles via votre compte personnel de formation. On l'a évoqué tout à l'heure. Ça peut être aussi via Transition Pro. Alors j'ai mis Occitanie, mais en fait c'est le Transition Pro de votre région. Toutes les associations Transition Pro peuvent financer de la VAE jusqu'au 30 juin 2021. Ça sera peut-être prolongé, mais pour le moment, ce n'est que jusqu'au 30 juin 2021. Et parfois, c'est votre employeur qui peut aussi, s'il y trouve un intérêt, s'il a envie de soutenir votre projet, il peut très bien aussi accepter de prendre part, en tout cas financièrement, à votre projet de VAE. Donc voilà pour ce dispositif-là. Donc là, Léa, clairement, vu ce qu'elle faisait sur son poste de travail de comptable au sein de sa structure, elle avait clairement développé des compétences qui correspondaient à un niveau Bac+2 en comptabilité. Donc elle a décidé finalement de mettre en place cette démarche. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que la VAE, ça ne se fait pas en un mois ou deux. C'est quelque chose qui prend du temps et ça se déroule plutôt sur une durée entre 6 mois et 1 an, on va dire. Le temps de passer par toutes les étapes. Le plus long, c'est de constituer en fait le dossier d'analyse de l'expérience, puisque c'est vraiment un dossier où on vous demande de réfléchir, d'aller dans le détail. Donc effectivement, ça peut prendre du temps. Ce qui peut prendre du temps aussi, c'est les jurés, puisque parfois il y a un jury par an, donc il faut tomber au bon moment. Pour d'autres diplômes, il peut y avoir 4, 5 jurys par an. Voilà, mais parfois aussi on est tributaire finalement du jury, et quand il y en a qu'un seul par an, on l'attend voilà, impatiemment parfois. Dernier cas, du coup, c'est celui de Nadine, dont on va parler ce matin. Nadine, elle a 49 ans, elle est aide-soignante à domicile depuis 5 ans et elle travaille finalement depuis plus de 20 ans dans l'accompagnement des personnes dépendantes. Aujourd'hui, elle aimerait, Nadine, changer de métier parce que ses conditions de travail ne lui semblent voilà, plus adaptées à son âge. Elle a des difficultés un peu de santé, elle a mal au dos, etc. Elle a souvent des arrêts maladie à cause de son emploi. Donc là, elle aimerait finalement faire autre chose. Elle a peur d'être déclarée inapte à son poste. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'elle vient voir le service de conseil en évolution professionnelle pour anticiper finalement un changement de métier parce qu'elle a peur à terme de plus pouvoir physiquement notamment exercer son emploi. Mais finalement, elle n'a pas d'idée, elle sait pas quoi faire. Voilà. Elle sait juste qu'elle va pas pouvoir exercer comme aide-soignante jusqu'à sa retraite. Donc là, avec sa conseillère, alors c'est souvent des conseillères en évolution professionnelle parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup plus de conseillères en évolution professionnelle que de conseillers en évolution professionnelle. Donc c'est assez volontaire si à chaque fois c'est plutôt des conseillères. En tout cas, Nadine, elle a pu finalement, en échangeant, etc., en se posant les bonnes questions, identifier un besoin de réaliser un bilan de compétences pour faire le point, etc. Donc, grâce à sa conseillère en évolution professionnelle, elle a été guidée dans la procédure à mettre en place et pour choisir l'organisme de bilan, puisqu'il y en a plusieurs, donc il y a des montants de recherche qui existent, etc. Donc, elle a pu en rencontrer plusieurs pour faire son choix. Avec sa conseillère, elle a aussi vu du coup tout ce qui est financement pour ce bilan de compétences-là. Donc là, Nadine, elle a utilisé son compte personnel de formation pour pouvoir financer ce bilan. Et puis, à la fin du bilan de compétences, elle est revenue voir sa conseillère pour formaliser voilà, le plan d'action. Puisque son projet, en tout cas celui qui a été travaillé pendant le bilan, c'est de devenir gestionnaire de paye. Et donc, à la fin du bilan, Nadine, elle revient voir sa conseillère pour être aidée à mettre en place ce nouveau projet-là. Donc, avec sa conseillère,
Elle a été aidée pour identifier la bonne formation. Elle a pu aussi formaliser le plan d'action et surtout être aidée à monter un dossier de financement PTP. Vous savez, on en a parlé tout à l'heure, le projet de transition professionnelle, pour financer justement cette formation de gestionnaire de paie. Donc finalement, c'est pour dire aussi que le conseil en évolution professionnelle, ça ne remplace pas un bilan de compétences. Souvent, on nous demande, mais qu'est-ce que c'est la différence entre un conseil en évolution professionnelle et un bilan de compétences? En fait, l'objectif, c'est le même, puisque l'objectif de ces deux outils, c'est d'élaborer, enfin de formaliser un projet professionnel. La différence, c'est que un conseil en évolution professionnelle, en moyenne, si on fait toutes les étapes, c'est grosso modo 6 à 8 heures d'accompagnement en moyenne. Un bilan de compétences, c'est 24 heures d'accompagnement. Donc, c'est beaucoup plus approfondi. Et pour les personnes qui n'ont pas d'idée, qui savent pas quoi faire, etc., le bilan de compétences, ça peut être une première étape très intéressante avant de faire, ou en parallèle, du conseil en évolution professionnelle, puisqu'il y a une différence en termes de profondeur, de durée. Dans le cadre d'un bilan de compétences, par exemple, vous allez faire le point vraiment sur la connaissance de vous-même, c'est-à-dire quels sont mes intérêts, quelle est ma personnalité, etc. Tout ça, cette exploration finalement de soi-même, c'est pas quelque chose qui est proposé dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, ou en tout cas c'est vraiment à la marge. Donc parfois, quand on a besoin de se connaître un peu mieux soi-même pour savoir finalement quelles sont mes aspirations professionnelles et vers quel secteur, vers quel métier je peux me tourner, parfois ça nécessite de se tourner d'abord vers un bilan de compétences. Donc voilà pour le dernier cas de Nadine. Le bilan de compétences, je viens d'en parler. Juste ce que j'ajouterais, c'est que il peut être financé donc à la fois dans le cadre du CPF, le compte personnel de formation, mais aussi par votre employeur. C'est-à-dire que si votre employeur aussi souhaite vous soutenir dans cette démarche un peu de transition professionnelle, il peut très bien accepter de financer votre bilan de compétences. Très bien, donc voilà pour tous les cas un peu pratiques. Pour conclure, du coup, pour prendre un rendez-vous dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, vous avez un numéro unique, le 09 72 01 02 03. Aujourd'hui, notre plateforme téléphonique, elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h, et vous avez aussi le site internet du CEP, mon-cep.org. Sur ce site-là, vous pourrez notamment voir, en tout cas, sélectionner votre statut, salarié, demandeur d'emploi, cadre, etc. et sélectionner votre région pour voir qui est l'opérateur CEP qui peut vous accompagner. Je vais patienter juste quelques minutes pour voir si il y a des questions complémentaires avant de terminer. Hop, du coup, je vois qu'il y a une question. Je suis cadre du secteur privé en région. Ah, mince. La question est partie. Je suis cadre du secteur privé en région Rhône-Alpes en chômage partiel actuellement. Je comprends que je peux faire le point sur ma situation, soit avec votre réseau CIDC, soit avec l'APEC. Alors oui, effectivement, dans certains cas, quand on a un double statut, il peut y avoir deux opérateurs finalement qui peuvent être mobilisés. L'APEC, ils sont vraiment spécialistes de l'accompagnement des cadres en emploi ou cadres en recherche d'emploi. Mais ensuite, c'est à vous finalement de décider quel est l'opérateur que vous choisissez. Mais dans un premier temps, ça peut être pas mal d'aller voir l'APEC parce qu'ils sont vraiment spécialisés, on va dire, sur le public cadre. Mais vous pouvez aussi tout à fait être accompagné par notre réseau, il n'y a aucun souci. Autre question, pour un changement de métier entre un PTP et le dispositif d'émission reconversion, y a-t-il une préférence ou une priorité entre ces deux dispositifs pour acceptation ou validation par la commission transition pro? Alors, oui, enfin, oui et non, c'est-à-dire que ça reste quand même deux choses différentes, puisque dans le cadre du PTP, le projet de transition professionnelle, vous demandez un financement. Et la commission de transition pro n'a pas les fonds financiers nécessaires pour financer tous les projets qui sont demandés.
Alors que dans le cadre du dispositif d'émission reconversion, finalement, dans ce dossier-là, vous ne demandez pas de financement, vous demandez juste la reconnaissance du caractère réel et sérieux. Donc Transition Pro, finalement, n'a pas d'enjeu financier sur le dispositif d'émission reconversion, puisque ce n'est pas eux ensuite qui financeront le projet de formation. Donc du coup, effectivement, il y a un très grand nombre de dossiers d'émission reconversion qui sont accordés, puisqu'il n'y a pas le côté financier derrière. J'espère que c'est clair. En tout cas, pour vous, en tant que salarié, c'est tout à fait possible de déposer un dossier d'abord PTP, comme ça vous gardez finalement votre poste, et si jamais vous n'obteniez pas le financement dans le cadre du PTP, vous pourriez envisager un dispositif démissionnaire pour quitter votre poste, mais là, la formation, vous la suivriez du coup en tant que demandeur d'emploi, et le financement, il viendrait de Pôle emploi, par exemple, ou d'autres organismes qui financent la formation pour les demandeurs d'emploi. J'espère que c'est assez clair, mais Transition Pro, sur le dispositif démissionnaire, ils ne sont juste là que pour valider le caractère réel et sérieux du projet. Ils n'accordent pas finalement de financement de formation sur le dispositif démissionnaire. J'espère que ça répond à la question. Concernant les PMSMP, peut-on les mobiliser pendant un bilan de compétences? Alors, en fait, si vous passez par le CEP, oui. Alors, il y a certains organismes de bilan de compétences qui proposent leur propre convention de stage. Ça s'appelle pas forcément PMSMP, mais ils ont en fait une convention de stage qui leur est propre. Si c'est pas le cas, vous pouvez aussi vous rapprocher du service conseil en évolution professionnelle en expliquant que vous êtes actuellement dans une démarche de bilan de compétences, etc. Et que dans ce cadre-là, vous aimeriez pouvoir faire une immersion et on vous prescrira, enfin, on vous délivrera une convention de stage, donc une convention de PMSMP sans aucun souci à ce moment-là. Mais il faut passer obligatoirement par le conseil en évolution professionnelle dès lors que votre centre de bilan de compétences n'a pas ses propres conventions. Autre question, quels sont les interlocuteurs pour les fonctionnaires? Alors, bonne question. Ça dépend dans quelle fonction publique vous travaillez. Pour les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, il y a un CEP qui existe et qui est délivré par l'ANFH. Je crois que l'ANFH, c'est l'Association nationale de la fonction hospitalière, je crois. En tout cas, l'ANFH propose un CEP pour la fonction publique hospitalière. Et ensuite, pour la fonction publique territoriale, souvent, il y a un service, on va dire, carrière. Ça s'appelle pas du CEP vraiment, mais il y a un service carrière souvent au niveau des centres de gestion de votre département. Donc, si vous êtes fonctionnaire public territorial, je sais pas, à Toulouse, c'est le centre de gestion de la Haute-Garonne qui va pouvoir vous accompagner. Si vous êtes maintenant fonctionnaire d'État, alors là, ça dépend de quel ministère vous dépendez. Ministère de l'Éducation nationale, par exemple, il y a des conseillers mobilité, je crois, ça s'appelle pas du CEP, mais voilà. Ce qui est sûr, c'est que pour bénéficier de notre CEP à nous, il faut avoir un contrat de droit privé, ça c'est une certitude. Et ensuite, selon où vous travaillez dans la fonction publique, il y a un interlocuteur qui existe. Ça s'appelle pas forcément du CEP, mais il y aura forcément quelqu'un qui pourra vous accompagner, mais en interne de votre fonction publique. Pour un premier rendez-vous avec un CEP, quel document, élément prévoir? Il n'y a pas d'élément forcément obligatoire. Souvent, on vous demande un bulletin de salaire, mais ça, c'est plutôt pour voir quel est le secteur de votre entreprise depuis quand vous y travaillez, etc. Vous pouvez aussi amener un CV si vous pensez que c'est pertinent. Si vous avez déjà identifié une formation particulière, vous pouvez venir avec le devis, le programme de la formation. Mais il n'y a pas de document, on va dire, standard. Ça dépend de votre projet et de votre besoin. Voilà. Vous pouvez prendre finalement tous les éléments qui vous semblent pertinents, et puis vous verrez avec votre conseiller si c'est nécessaire ou pas de les regarder. Le dispositif d'émission reconversion peut être accordé pour une formation sans création d'entreprise. Alors oui, en fait, il y a deux cas. En fait, il y a deux types de projets qui sont éligibles au dispositif démissionnaire. Premier projet, c'est le projet de reconversion avec formation. Donc là, quand on est sur un projet de reconversion, en gros, pour continuer à exercer en tant que salarié, en fait,
on parle des projets qui ne sont pas de la création d'entreprise. Donc, projet de reconversion, là, il y a obligatoirement un projet de formation qui doit être visé, puisqu'on part du principe que pour se reconvertir, vous avez besoin d'une formation. Et ensuite, il y a les autres types de projets qui sont les projets de création d'entreprise. Et donc, pour ces projets-là, ça peut être avec ou sans formation. Parfois, si vous êtes, par exemple, déjà, vous êtes boulanger salarié et vous voulez créer votre propre boulangerie, vous n'avez pas forcément besoin d'une formation. Donc là, vous allez pouvoir monter un dispositif, par exemple, démissionnaire pour création d'entreprise, mais sans formation. Et dans d'autres cas, parce que le métier est réglementé, par exemple, et que pour vous installer à votre compte, il faut suivre obligatoirement une formation, ben là, ça va être un dossier création avec formation. J'espère que c'est clair. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Du coup, ben, merci de votre participation. Merci de m'avoir écouté. Si jamais vous avez été un peu distrait pendant cette heure de présentation, vous pourrez revoir le replay donc sur le site des lundis du CEP. N'hésitez pas aussi, vous pouvez vous inscrire au prochain webinaire puisque les thèmes en fait des webinaires vont changer chaque lundi. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à nous appeler au 09 72 01 02 03. Alors, il faut savoir que vous n'aurez pas un CEP directement au téléphone, vous aurez l'un de nos chargés d'information, mais qui analysera avec vous est-ce que vous êtes bien éligible à notre CEP et surtout est-ce que votre demande répond bien à ce qu'on peut, à ce que nos conseillers peuvent vous apporter. Je vous souhaite du coup une bonne journée, une bonne semaine et peut-être à bientôt. Au revoir.